Bonjour Charles Tinet, vous êtes à Montréal. Merci de Bonjour répondre à nos Jean-François. questions. Comment ça se passe à Montréal? Quelle est la situation aujourd'hui de l'épidémie de coronavirus d'abord? Alors la situation aujourd'hui est plus... bon, la vague est arrivée clairement depuis quelques jours en décalage de phase par rapport à l'Europe. Aujourd'hui, on a à peu près 750 décès. J'allais dire seulement puisque c'est des chiffres qui sont plus des décès journaliers au moins en France et en Italie, en Espagne. Mais on est à peu près 750-800 décès et un peu plus de 25 000 cas positifs, avec une politique de test qui fait que le Québec sort plus de cas positifs, mais le Québec teste beaucoup plus que d'autres provinces. Par contre, c'est l'Ontario, je crois, qui a le plus de décès actuellement. Donc on est un petit peu en décalage par rapport à l'Europe et on espère éviter la situation européenne. Quelles sont les mesures de confinement ou pas, ou les mesures de restriction de sortie, de déplacement? Alors, il semblerait que le Canada ait vraiment analysé ce qui s'est passé ailleurs et en fait, étant en décalage de phase, on a pu fermer les frontières beaucoup plus rapidement, on a pu fermer les commerces non essentiels plus rapidement. Et du coup, ça fait à peu près 3 semaines globalement que, alors on n'est pas confiné stricto sensu, c'est-à-dire qu'on n'est pas interdit de sortir de chez nous, mais globalement, quand il n'y a plus de cinéma, plus de restaurants, plus de bars, globalement, aucune raison de sortir sauf pour aller prendre une marche, comme on dit ici. Les gens sortent relativement peu. Il y a un confinement des personnes au-delà de 70 ans là, auxquelles on ne peut plus rendre visite, par exemple. Mais globalement, il n'y a pas la même situation qu'en France, avec un confinement strict et une interdiction. Il y a par contre des régions du Québec qui sont qui n'ont pas à l'autre pour certaines régions, pour éviter justement que des régions qui ont été peu touchées, et notamment la partie nord du Québec, qu'elles deviennent touchées par une transmission communautaire. Mais sinon, les frontières sont fermées depuis plusieurs semaines. En fait, globalement, tout s'est fermé lorsqu'il y avait 25 décès et 2000 cas dans le pays. Donc, on arrive à restreindre quand même davantage la propagation du virus. La frontière avec les États-Unis a été fermée avec un peu plus de difficultés diplomatiques avec les liaisons aériennes. Il a fallu que Trudeau joue finement avec Trump. Mais voilà, ça a été fermé il y a une quinzaine de jours maintenant parce que c'était véritablement le point chaud et le point risqué en voyant ce qui se passait aux États-Unis, qui était une politique très différente de ce qui se passe au Canada. Mais pour l'instant, il n'y a pas de transmission apparente entre les États-Unis et le Canada. Donc, on tient Comment, la route. comment vous vivez la situation aujourd'hui d'un point de vue personnel? Comment ça se passe? Nous, on s'est un petit peu auto-confiné, c'est-à-dire que on est à la maison et on sort pour le strict nécessaire, donc c'est pas très agréable. Bon, Montréal est une ville plutôt agréable dans laquelle on peut avoir des conditions de vie sympas et il n'y a pas une oppression de grande ville. Mais évidemment, c'est difficile. J'allais dire, la distanciation sociale qui est vraiment la clé de tout est relativement facile à gérer. En tout cas, on peut avoir la main dessus. D'autant que tous les commerces essentiels, les épiceries, etc., les pharmacies sont vraiment contrôlées. On ne rentre qu'un par un. Il y a des sens uniques dans les rayons. Enfin, on sent que tout est vraiment bien fait pour que la distanciation soit là. Et puis, l'esprit canadien est assez rigoureux et discipliné. Donc, même s'il n'y a pas de confinement qui est obligatoire, on sent bien que les gens se protègent et ont envie de protéger les autres. En tout cas, quand on leur dit de se laver les mains, etc., globalement, ce n'est pas la peine de mettre en place des mesures obligatoires. Maintenant, il y a, au niveau personnel, il y a un stress lorsque on va faire les courses parce que la propagation du virus par les surfaces, c'est quelque chose qui est assez anxiogène. Donc, on a tendance à passer son temps avec de l'eau de Javel, à essuyer les paquets de jambon qu'on achète, etc. Donc, c'est un peu bizarre. Et puis voilà, on relativise beaucoup de choses. On a grandi dans un monde libre dans lequel on pouvait voyager et le manque de voyage, par exemple, est quelque chose d'un peu difficile à anticiper. Alors, est-ce que vous avez des indications sur la suite? Est-ce qu'on vous donne des délais concernant ces mesures de restriction, par exemple? Alors, il y a une chose qui est claire, c'est qu'au niveau fédéral, Justin Trudeau a été
très affirmé il y a quelques jours en disant que la situation ne reviendrait à la normale que dans 12 à 18 mois. C'est-à-dire que la politique fédérale aujourd'hui, c'est de dire que globalement, il faudra attendre un vaccin réellement pour que les choses redeviennent à la normale. Donc, on parle aujourd'hui de sortie, pas de confinement, mais de réouverture de certaines entreprises. Il faut voir une chose, c'est qu'au Québec, depuis une quinzaine de jours, les entreprises, le pays est sur pause. Les entreprises non essentielles ont été obligées de fermer. Ça a été une décision provinciale. Et donc là, il va bien falloir qu'à un moment donné, ils amenuisent un petit peu la portée des restrictions. Mais aujourd'hui, le discours gouvernemental est vers quelque chose qui va durer longtemps. C'est-à-dire qu'on parle de réouverture de frontières pour la rentrée, pour l'automne, de retour à la normale au moment d'un vaccin. Voilà, il n'y a pas de... On commence à avoir à entendre des réflexions sur la situation économique et sur le fait qu'à un moment donné, il va falloir alléger certaines mesures, mais le Premier ministre du Québec, François Legault, a commencé à, j'allais dire, lancer un peu les pieds là-dessus en disant que les écoles pourraient rouvrir bientôt. Il s'est fait un peu, enfin, ça a été très mal perçu et il a fait un rétropédalage assez rapide en disant privilégier, etc. Donc ça sera long, on s'y attend tous. On parle de plusieurs mois. D'accord. Quel est l'impact sur votre activité professionnelle? Nous, on a la chance d'être dans une activité digitale. On travaille dans le domaine Internet et notamment un petit peu la cybersécurité. Donc, on n'est pas affecté comme le serait un restaurant, comme le serait une société d'événementiel ou un cinéma. Mais on verra, j'allais dire, dans les 2-3 mois, quels sont les impacts réels. Les impacts ne pourront être que négatifs pour nous de toute façon, parce que nos clients, même s'ils sont des moyennes à grandes entreprises, auront forcément des projets qui vont être retardés. Voilà, on va voir comment est-ce que les entreprises se comportent par rapport au délai de paiement. La crainte, c'est qu'il y ait une espèce de cercle vicieux j'ai peur de ne pas être payé, donc je ne vais pas payer mes fournisseurs. Donc, c'est un petit peu mais pour l'instant, on n'a pas eu d'impact massif, à part sur la partie prospection qui est plus compliquée évidemment, mais on est bien mieux lotis que toutes les entreprises qui sont à risque vital immédiat pour leur activité. Et puis, la partie télétravail a été simple à mettre en œuvre pour nous. Moi, je suis déjà en télétravail à 6000 km des équipes qui sont à Marseille et Paris. Mais on a réussi à mettre en un week-end tout le monde en télétravail parce qu'on avait déjà 6 ou 7 télétravailleurs permanents. Et puis que là, je dois dire merci à la CGT qui nous a bien aidés pendant les grèves sur la réforme des retraites, puisque à ce moment-là, on s'est retrouvé avec 15 ou 16 personnes en télétravail. Et du coup, ça a été une espèce de répétition générale. Et donc, passer de 15-16 personnes à une petite quarantaine de personnes, ça a été assez simple. Ça s'est fait sans encombre. Le lundi, on faisait justement le lundi, et puis le mardi, tout était normal. D'accord. Pour terminer, quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous pensez que la crise va apporter au total au monde? Est-ce que le jour d'après sera différent? Qu'est-ce que vous voyez à l'avenir? J'espère que le jour d'après sera différent. J'espère que ça va être une prise de conscience. Quand je vois les déclarations de Geoffroy Roux de Bézieux aujourd'hui ou hier, je crains que certaines personnes n'aient pas compris réellement les enjeux et ce qui se passe. Quand je vois que le MEDEF, la seule participation au débat public, c'est de dire qu'il va falloir travailler plus et rattraper les heures, etc. Je pense qu'ils ont strictement rien compris. Ça me chagrine. Maintenant, je pense qu'il va y avoir évidemment j'espère une profonde réflexion sur les enjeux des politiques publiques, sur la place de l'État, sur les priorités réelles et puis sur peut-être la relocalisation de certaines productions. On a vu avec les problèmes des masques, le problème des respirateurs, le problème d'un certain nombre de choses qui étaient compliquées à récupérer en production locale. Voilà, après, j'espère que ce genre de crise va faire réfléchir un certain nombre de décideurs. On a vu l'échec de la coopération internationale depuis le début de la crise, c'est-à-dire que l'OMS hurle dans le vide, chaque pays tire un petit peu la couverture à soi
avec des situations quand même assez ubuesques de rachat de masques sur le tarmac d'aéroports chinois. Donc j'espère que ça va être une prise de conscience. Je pense que plus que des crises comme 2008 par exemple, je pense que là on est vraiment dans quelque chose que personne ne maîtrise et qui touche chacun dans son risque vital. Donc, et là, comme par hasard, on fait appel à nouveau à l'État, on fait appel aux politiques de santé publique. C'est une question de remettre des priorités là où elles devraient être. Il y a un article de Strauss-Kahn qui va sortir dans quelques jours, dont j'ai pu avoir une copie et qui est extrêmement intéressant sur le jour d'après et sur la réflexion à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau politique, au niveau sociétal, au niveau collaboration, nord-sud, est-ouest, etc. Après, je pense qu'il y aura une vraie redistribution des politiques, c'est-à-dire que les États-Unis risquent de payer très très cher l'absence de régime de protection sociale, tant en termes de chômage que de situation des gens aujourd'hui. L'Europe me paraît mal barrée. J'ai très peur de la remontée des extrêmes et du populisme qui va s'appuyer sur l'échec d'une certaine Europe et voilà, de cette, le silence assourdissant, j'allais dire, de l'Europe durant la crise. Donc voilà, il va y avoir forcément une redistribution des cartes. Je pense que la crise sera beaucoup plus profonde que ce qu'on peut l'imaginer. Ce ne sera pas simplement une récession économique, mais on rentre dans un contexte qu'on ne maîtrise pas, qu'on a, à mon avis, jamais vu, avec des changements d'habitude par rapport à une façon de vivre, une façon de voyager, Je pense que pendant des mois et des mois, on ne va pas pouvoir voyager comme avant. On est habitué dans nos pays à être dans une totale liberté et j'allais dire, certaine insouciance quant à la capacité de mouvement. Voilà, c'est des choses qui vont profondément rebattre les cartes dans les mois qui viennent, je pense. On vous sent plutôt pessimiste sur la suite. Je ne suis pas pessimiste, je pense que la situation qu'on vit va durer longtemps et qu'elle va imposer énormément de réflexions sur le monde tel qu'il est organisé. Après, on peut imaginer certains pensent comme moi que le monde va plutôt globalement mal, que les décisions politiques sont des décisions qui sont globalement guidées par l'économique et le financier. Et je trouve que voilà, j'ai toujours eu mes opinions politiques qui sont progressistes et de gauche. Donc je pense que le monde dans lequel on est aujourd'hui est un monde financier capitaliste extrême. Donc je suis positif et optimiste sur le fait que cette crise peut générer quelque chose. Après, sceptique sur le fait qu'il en sortira quelque chose, qu'on a 100% de chance de sortir quelque chose de bien. Oui, je crains que la situation empire avant d'aller mieux. Mais je pense que la situation sanitaire, on est parti pour des mois et des mois. La seule chose qui pourrait changer la donne, c'est c'est que les tests thérapeutiques aujourd'hui donnent la possibilité de soigner cette maladie. Mais si ce n'est pas le cas, ou si ça prend des mois et des mois, on va continuer à être dans une situation. Et puis il faudra gérer l'après-crise, il faudra gérer les déficits, il faudra gérer la problématique des impôts va se poser à un moment donné, dans 2-3 ans, il va falloir bien retrouver. Donc voilà, après, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Est-ce qu'on va reparler de la taxe Tobin sur les transactions financières? Est-ce que les démocrates vont récupérer le pouvoir aux États-Unis et enfin protéger la population américaine? Est-ce que l'Europe va enfin arrêter de penser uniquement en termes économiques, en termes financiers, pour parler d'une seule voix et avoir une politique notamment de santé, mais aussi sociale et fiscale globale? Et puis, est-ce qu'on va trouver un mensonge d'État à un moment donné en Chine, avec finalement des centaines de milliers de morts à la place c'est juste aberrant de voir qu'il y a moins de morts en Chine qu'en Italie. Donc, on est tous persuadés que les chiffres sont faux, mais quelle va être la position du pouvoir chinois si jamais il s'avère qu'il y a un scandale, que le scandale d'État sort sur le nombre réel de morts? Voilà, il y a énormément d'inconnus.
et donc oui, en tout cas très interrogatif sur le changement. On rentre dans un nouveau monde, ça c'est clair. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis, Merci Jean-François. on n'hésitera pas à revenir vers vous pour Pour suivre d'autres nouvelles du Québec et du Canada. l'actualité en Amérique du Nord. Parfait. Merci beaucoup, Charles. Merci Jean-François, bonne journée, bon courage.